Je suis vraiment ravie de vous voir aujourd'hui aussi nombreux mobilisés pour ce grand chantier qui est la place des femmes dans le numérique en ce 8 mars, qui est une journée bien sûr chère à notre cœur chez Social Builder, mais aussi pour tous les acteurs qui s'engagent au quotidien pour le droit des femmes, la parité, la mixité, un monde numérique plus inclusif et l'emploi des femmes. Donc nous sommes en bonne compagnie. Donc, nous sommes ici aujourd'hui réunis pour vous présenter et échanger autour des opportunités du numérique pour les femmes. Depuis 10 ans, vous le savez déjà, mais je le répète, Social Builder agit concrètement pour orienter, former et insérer les femmes dans le numérique et aussi accompagner tous les acteurs qui travaillent au quotidien sur les sujets de l'insertion, de l'emploi, de la formation métiers techniques et numériques, et aussi accompagne les entreprises pour que les pratiques inclusives irriguent ces organisations pour que sur le long terme, nous n'ayons plus ce sujet à la bouche de la place des femmes dans le numérique. Donc, ce sont aujourd'hui 71 000 femmes qui ont été accompagnées. Comme on le dit souvent, c'est déjà pas mal, mais c'est encore trop peu. Donc, on continue. Et aujourd'hui, on est réunis autour d'un de nos grands programmes, qui est le programme Women in Digital, et le lancement de ce programme dans un territoire qui est celui des Hauts-de-Seine. Le programme Women in Digital est né il y a maintenant presque 3 ans en Seine-Saint-Denis. Et nous avons pu, du coup, aujourd'hui, grâce à un certain nombre de partenariats et d'aides que nous allons égrener au fil de ce webinaire, le proposer maintenant à des femmes dans les quartiers en difficulté, les quartiers politiques de la ville, du département des Hauts-de-Seine. Donc, il faut savoir que ce programme Women in Digital est lauréat du plan d'investissement dans les compétences qui a été porté donc, par l'État. C'est un programme très ambitieux, Women in Digital, et on est bien sûr honoré que l'État ait identifié ce programme comme étant un programme porteur d'avenir exemplaire pour l'insertion et la place des femmes dans l'économie. Donc, le plan d'investissement dans les compétences traduit vraiment la volonté du gouvernement de changer de registre en termes d'action publique en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi au travers d'une logique d'investissement sur plusieurs années et notamment de davantage contextualiser cette formation et cet investissement aux besoins en compétences des territoires plus spécifiquement. Ce sont 15 milliards déjà qui ont été mobilisés pour financer des actions comme le programme Women in Digital, qui permettent de développer les compétences des demandeurs et des demandeuses d'emploi, répondre aux besoins des recrutements des entreprises, notamment sur les métiers en tension dont font partie le numérique, et contribuer à la transformation des compétences pour accompagner la transformation numérique notamment. Voilà. Donc moi je suis ravie d'accueillir aujourd'hui à nos côtés Karine Seller, qui est haut commissaire aux compétences et qui porte le plan d'investissement dans les compétences de l'État, qui pourra du coup nous présenter un certain nombre de chiffres autour de la formation dans le numérique et les actions qui ont permis d'accompagner l'ensemble de ces efforts et notamment tout ce qui est féminisation du numérique. Karine, merci de ta présence. Alors, nous ne t'entendons pas encore. Ton micro est encore fermé. Ça y est. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'intervenir aujourd'hui à l'occasion du lancement de Women in Digital 92. C'est une grande fierté, tu le disais, Emmanuel, en introduction, pour nous d'accompagner tout au long de son développement ce projet. Et cet événement qui est placé sous le signe de la Journée internationale des droits des femmes prend effectivement tout son sens pour agir en faveur de la mixité dans les secteurs en tension, qui est un sujet d'actualité. Vous le savez, le gouvernement a annoncé un vaste plan de réduction des tensions de recrutement et on sait que le secteur du numérique en particulier est un secteur qui connaît de très fortes tensions et dans ces secteurs en tension, et en particulier dans le secteur du numérique, la question de la mixité, et notamment de la mixité homme-femme, est un sujet très important. Rappelons-le, dans le numérique, on compte seulement 27,4
pour être très précise, % de femmes dans les effectifs, alors que c'est près de 50%, pas tout à fait 50%, tout secteur d'activité confondu. Donc, on a des progrès à faire dans le secteur du numérique qui sont importants. Des progrès à le faire, alors que justement ce secteur connaît de très grandes tensions. Il est évident que se priver de la moitié des forces vives de la nation est un non-sens économique, au-delà du fait que c'est évidemment également un non-sens du point de vue social, du point de vue de l'inclusion et du point de vue de la mixité. Comme tu l'as écrit d'ailleurs ce matin, cher Emmanuel, ce n'est pas une question nouvelle, hein, cette question de la mixité. Il n'en demeure pas moins que c'est une question essentielle, alors que le numérique devient un maillon essentiel dans un monde qui évolue. On voit bien que le sujet du numérique s'impose comme étant un enjeu clé, un secteur clé. Il n'y a plus de secteur d'activité dans lequel l'enjeu de la diffusion du numérique ne se pose, où le numérique ne devient pas un enjeu de développement, de compétitivité, un vecteur simplement d'activité économique. Et puis, bien sûr, c'est un secteur économique, le numérique en tant que tel, un secteur d'activité et, comme je le disais tout à l'heure, un secteur en tension. Alors, on le sait aussi, parce que comme ça n'est pas une question nouvelle, on sait aussi que finalement, ce déterminisme, en quelque sorte, prend sa source dans l'éducation et finalement assez tôt dans l'enfance, d'ailleurs souvent même avant l'éducation elle-même. Et donc, nous avons sans doute collectivement à agir sur de très nombreux leviers, et notamment effectivement dès le levier de l'éducation. Mais en même temps, le déterminisme, c'est un enjeu que chacun doit prendre à bras-le-corps et il faut le combattre, entre guillemets, à toutes les étapes de la vie. Et c'est un sujet justement que vous avez décidé à Social Builder et dans le cadre de ce projet Women in Digital, d'affronter, entre guillemets, et de développer des actions extrêmement volontaristes. C'est ce que fait le projet Women in Digital, qui a retenu toute notre attention dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, comme tu le signalais en introduction. Pour nous, c'est un projet emblématique, je n'ai pas peur de le dire, de l'appel à projet 100% inclusion. C'est un projet emblématique parce qu'il travaille en quelque sorte doublement sur l'inclusion. L'inclusion, c'est vraiment le titre de cet appel à projet. Il s'agit de travailler à tous les vecteurs de l'inclusion, mais à double titre sur l'inclusion parce qu'il a pour objectif de favoriser l'inclusion des femmes vers ces métiers dont elles sont, on ne va pas dire exclues, mais dans lesquels elles sont insuffisamment représentées. Donc, il y a un premier vecteur d'inclusion, mais c'est aussi de le faire dans des territoires dits fragiles, parfois même des territoires de relégation, que sont notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc, il y a vraiment intégré ce double objectif d'inclusion des femmes vers les métiers du numérique et d'aller chercher des femmes qui sont finalement assez loin de ces réalités, y compris dans leur représentation à elles et dans leur représentation aussi qu'en ont les entreprises, pour les orienter vers ces métiers et dans ce secteur qui reste évidemment très masculin. Donc, on ne pouvait pas, finalement, ce projet ne pouvait pas ne pas retenir notre attention. J'utilise à dessein la double négation pour dire à quel point et pour marquer à quel point, pour nous, c'était vraiment une dimension très importante et vraiment, on souhaiterait avoir davantage de projets qui se donnent cet objectif de penser la place des femmes et notamment des femmes des quartiers. Et c'est d'autant plus important que le secteur dans lequel l'objectif est d'orienter les femmes, c'est le secteur du numérique qui répond finalement ou qui peut répondre davantage que d'autres sans doute à la possibilité d'accueillir des publics sans aucun prérequis et qui mobilise finalement d'autres compétences qui peuvent se révéler et se développer dans le cadre de ces métiers. Et donc, c'est évidemment pour toutes ces raisons que j'ai répondu favorablement à votre invitation d'aujourd'hui, comme je le fais d'ailleurs à chaque fois parce que justement, nous tenons absolument à mettre en avant ces programmes et en espérant qu'ils essaiment et qu'ils fassent école. Alors, le fait que du 93, le projet s'étende dans le 92 et on appelle de nos voeux sans doute d'autres développements encore dans d'autres territoires et de notre point de vue, un signal très important. Je dirais encore quelques mots. Vous agissez très concrètement à travers plusieurs actions pour cette inclusion des femmes. C'est faire connaître les métiers de la tech à des femmes qui manquent d'informations et qui ne se tournent pas spontanément vers ces métiers. On sait que la méconnaissance
c'est souvent le premier motif de la censure professionnelle. Et c'est bien contre cela que nous devons collectivement agir. Donc, vous agissez sur le premier vecteur, qui est un vecteur de communication, de connaissance, d'agir contre des mauvaises représentations. Donc, c'est toute une dimension d'orientation qui est essentielle. Vous utilisez un deuxième levier qui est aussi très important dans le cadre du plan d'investissement des compétences et plus globalement de cet appel à projet 100% inclusion, c'est d'aller chercher ces femmes lorsqu'elles sont isolées, soit d'un point de vue géographique, dans des quartiers, encore une fois, parfois dans un quartier de relégation, mais aussi lorsqu'elles sont isolées socialement, et ce sont souvent des doubles facteurs d'exclusion, entre guillemets, et tout ça, ça participe de cette logique d'aller vers, y compris d'aller vers des publics qui ne poussent plus la porte de nos institutions, et tout ça participe évidemment aussi à la lutte contre la fracture numérique, notamment dans les quartiers prioritaires. Et puis, bien sûr, vous les formez et vous les accompagnez. Ce sont souvent de beaux parcours, mais qui supposent aussi, en quelque sorte, pour ces femmes, de se mettre en danger, de changer leur représentation. Se former, c'est souvent, alors se mettre en danger, c'est-à-dire assumer des risques, prendre un risque, ne pas savoir où on va, assumer de se mettre en difficulté, de ne pas être là où on est attendu, en plus dans des compétences qui sont techniques et qui ne correspondent pas à l'imaginaire collectif de ce que la femme sait faire. Et il faut beaucoup de courage et beaucoup de bienveillance pour pouvoir franchir ces pas-là, et ça nous paraît très important. Et ce travail d'accompagnement que vous conduisez est essentiel pour les mettre en confiance, notamment à travers différents bootcamps. Enfin, je suppose que vous reviendrez sur ces éléments-là. Et puis, vous les accompagnez dans la recherche d'emploi. Et je voudrais finir là-dessus parce que là aussi, ça permet d'éviter des nouvelles formes ou des dernières formes de censure. Parfois, c'est à cette dernière étape de la recherche de l'emploi qu'on s'auto-censure sans forcément en avoir complètement conscience. Et donc, ça suppose de convaincre ces femmes, de les accompagner, de les aider, leur montrer qu'elles peuvent réussir dans ce secteur, dans ces métiers. Et puis, bien sûr, ça suppose aussi d'impliquer les entreprises. Et je sais qu'elles sont nombreuses à l'occasion de ce webinaire. On a vraiment besoin d'impliquer les entreprises pour qu'elles ouvrent leurs portes à ces nouveaux profils. C'est essentiel. Je voudrais vraiment leur dire merci. On ne peut pas réussir l'ensemble des actions que nous conduisons dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences sans l'implication des entreprises. Et donc, c'est, enfin, voilà, dans ce travail commun, convaincre d'aller vers ces métiers, mais aussi ouvrir les portes, donner des chances à des profils différents, qu'on peut réussir cette entreprise incroyable. Donc, voilà, l'extension ou la diffusion de ce programme dans le 92, on ne peut que s'en réjouir. Évidemment, on l'encourage, car le numérique a besoin des femmes. Je crois que nous en sommes tous convaincus. Et les femmes ont besoin d'être présentes dans ces métiers. Bravo à tous, on continue. Merci beaucoup, j'aurais tellement envie de rebondir. Sachez que si vous avez des questions à poser ou si vous voulez aussi échanger sur un point spécifique que Karine vient d'évoquer, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Je rebondirai simplement, Karine, en disant que, en effet, offrir ces programmes à des femmes au dehors de l'Île-de-France, ça fait partie de nos projets. Nous allons bientôt répondre au Piquet Sémage. Nous serons là. Et c'est important aussi, et si Social Builder peut le faire et l'a déjà fait, d'aider d'autres acteurs à penser aussi d'autres axes, d'autres angles pour inviter plus de femmes dans des actions qui peuvent les amener sur des métiers où elles sont encore trop peu nombreuses. Nous les soutiendrons de toutes les façons que nous pourrons. Merci encore, Karine, de ta présence. Merci de cette introduction riche qui est valorisante pour nos équipes et leur engagement. À très bientôt. Poursuivons par une petite présentation du programme. Je pense qu'il est important de resituer aussi qui est ce programme et ce que fait ce programme. Donc, je reprécise très rapidement Social Builder. Ici, tout le monde nous connaît. Donc, nous sommes ici, une seule vocation, c'est de créer un monde numérique inclusif. Nous existons essentiellement pour cela et nous arrêterons d'exister quand le numérique sera inclusif. Notre mission est à la fois d'accompagner les femmes très en amont pour leur faire connaître justement les métiers, les former pour qu'elles aient les bonnes compétences, mais aussi sur la partie insertion, et ça, Karine Seller l'expliquait très très bien, on a toujours un petit syndrome de l'imposteur quand on va se présenter à un emploi sur lequel, pour des compétences sur lesquelles on vient juste d'être formé.
Donc, c'est très important d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'entrée en poste pour pouvoir sécuriser un parcours professionnel de reconversion. Et par ailleurs, Social Builder, du coup, travaille d'une manière assez spécifique puisqu'on travaille en collaboration avec des acteurs multiples pour réussir ce pari. Donc, le constat que l'on peut faire, qui est sans appel, ce sont les 27% seulement de femmes dans le numérique, mais aussi ce sont les 80 000 postes qui sont encore ouverts à pourvoir, non pourvus, dans des métiers qui n'attendent que les femmes, j'ai envie de dire, et les stéréotypes qui continuent à freiner des avancées et des avancées réelles, puisqu'on stagne encore sur la parité et la mixité dans le numérique. Donc, on a besoin de travailler fortement, puisqu'il reste encore trois raisons qui limitent la présence des femmes dans ces métiers. La première chose, c'est la méconnaissance des métiers. Donc, on doit vraiment s'y attacher tous ensemble, tous les acteurs de la prescription, de l'emploi, de l'orientation et réorientation, à mieux faire connaître les métiers. Il y a aussi la représentativité masculine dans ces métiers qui limite encore l'attractivité pour les femmes. Et enfin, un enjeu de visibilité des professionnels qui sont nombreuses. Les femmes sont dans tout un tas de métiers, malheureusement, on ne les voit pas assez. Donc, vous qui êtes présent aujourd'hui, vous savez combien ce sujet, combien le numérique a besoin des femmes pour développer et soutenir le développement et la transformation de l'économie, mais aussi, on doit bien se dire que les femmes doivent prendre le virage du numérique, et ce n'est pas qu'elles ne le veulent pas, on les voit taper à nos portes de plus en plus nombreuses, mais ce qu'il faut, c'est créer des portes d'entrée qui soient les plus lisibles, les plus claires, et des parcours qui leur permettent d'arriver jusqu'à leur objectif dans les meilleures conditions. Donc, Women in Digital, eh bien, ça fait partie de ces solutions. On va en parler quelques minutes. Donc, Women in Digital, c'est un programme lancé en 2019 qui a cette approche complètement intégrée. On va travailler à la fois tout en amont sur l'orientation, on va proposer des parcours de formation qualifiants ou certifiants sur des métiers en tension, comme le développement informatique, mais pas que, et on va accompagner les femmes jusqu'à l'emploi. Il est conçu et déployé en partenariat. Donc là, je fais vraiment écho à ce que vient de dire Karine. Il ne serait pas possible à ce programme d'avoir eu le succès qu'il a rencontré si on n'était pas au plus proche des dispositifs d'accompagnement d'insertion professionnelle, au plus proche des besoins des entreprises et au plus proche des savoir-faire, notamment de la formation aux compétences techniques. Donc, on mobilise un certain nombre de partenaires autour du programme qui participent à sa conception, à son déploiement et à son succès. Donc, ce que je voudrais préciser, c'est que Women in Digital est un programme de territoire. Il est vraiment dans une logique de faire rayonner cette approche sur tout un territoire. Et je vais donner cette petite anecdote qui est assez intéressante. Je discutais récemment avec une représentante d'un réseau féminin du département de la Seine-Saint-Denis qui me disait « on n'en parle pas, ce programme a créé vraiment une émulation et la question du numérique et la parité dans le numérique était dans toutes les bouches et tout le monde, au final, a fini par en parler au quotidien. Voilà, c'est vraiment l'effet que ce programme doit créer, qu'il soit pérenne sur un territoire ou de passage parce qu'il y aura une réappropriation par d'autres acteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce programme, il a permis d'accompagner des demandeuses d'emploi, notamment de longue durée, puisque plus de 40% d'entre elles étaient demandeuses d'emploi depuis plus de 2 ans, dont un quart d'entre elles étaient en situation migratoire et plus d'un quart d'entre elles étaient au RSA. Voilà, donc ce programme, il est destiné vraiment au public et aux femmes au final qui cumulent un certain nombre de difficultés et pour leur permettre de retrouver une vraie place dans l'économie et dans la société. Donc, ce programme qui a fait ses preuves, il a permis bien sûr d'orienter 1000 femmes dans les métiers numériques et d'en qualifier 240 qui sont entrées en emploi sur 2 ans. Aujourd'hui, donc, c'est l'essaimage de ce programme dans les Hauts-de-Seine. Donc, l'objectif dans les Hauts-de-Seine, c'est vraiment de se concentrer dans les quartiers
politique de la ville. Et donc, nous allons avoir cette même approche territoriale avec un focus spécifique sur des femmes, somme toute, voilà, encore une fois, de parcours assez pluriel, mais qui résident dans des quartiers en grande difficulté. Il faut savoir que le département des Hauts-de-Seine, malgré tout ce poumon économique de la région Île-de-France qu'il représente, c'est aussi le deuxième département le plus dense qui connaît le plus fortes inégalités d'Île-de-France. C'est aussi un territoire sur lequel il y a pratiquement la moitié des demandeuses d'emploi qui sont demandeuses d'emploi longue durée. Et on a eu une progression, malheureusement, sur les dernières années post-Covid, des publics jeunes qui se sont retrouvés dans des situations précaires et en demandeurs d'emploi longue durée. Donc, c'était pour nous une évidence de se rapprocher de ce territoire. Donc, Women in Digital 92, ce sera 3000 femmes que l'on va accompagner pour les orienter et travailler un projet professionnel dans le numérique. 280 femmes qui vont bénéficier de bootcamps de préqualification pour qu'elles puissent continuer après à faire des formations et des spécialisations dans certains métiers techniques et numériques. Et nous allons accompagner sur 2 ans, 140 femmes à développer des compétences et être certifiées ou qualifiées sur des métiers en tension. Et conçu bien sûr avec tout un écosystème, un accompagnement social et humain qui garantit l'insertion. Voilà. Alors pourquoi aujourd'hui Social Builder crée ce moment d'échange, ou plutôt ce moment un petit peu phare de lancement du programme? C'est pour expliquer que, encore une fois, on a besoin de travailler main dans la main, et c'est ce qui se passe concrètement. Il n'y a aucun frein à ça. Nous sommes déjà rapprochés de tous nos partenaires habituels de l'emploi et de l'accompagnement des femmes sur le territoire, et par ailleurs un accueil extrêmement enthousiaste, bienveillant et déjà très engagé des collectivités et des partenaires du territoire. Et on a aussi besoin, et c'est cette démarche aussi de lancement, de rencontrer des entreprises qui souhaitent s'approcher plus spécifiquement de ce programme. On a besoin de comprendre quels sont aujourd'hui vos besoins spécifiques de recrutement dans les 2 prochaines années, et vous associer le plus rapidement possible au programme de façon à le développer complètement en accord avec ses besoins pour garantir l'emploi et l'insertion. Parce que Women in Digital va former sur vos métiers. Et donc, bien sûr, il y aura différentes façons de s'impliquer, du mécénat de compétences. On a aussi une capacité, comment on va pouvoir mieux communiquer autour du programme dans les territoires. Bien sûr, un accompagnement des besoins financiers pour acheter du matériel pour les femmes, ou des bourses qui leur permettent de pallier à certaines difficultés, de poursuivre complètement ce programme. Mais avant tout, ce qu'il nous faut, c'est une opportunité de comprendre comment au mieux former les femmes sur vos métiers. Et si vous avez donc dans les prochaines conversations un moment, c'est d'échanger directement avec notre équipe, et là ce sera Élise Noison et Sarah Squartini qui sont là aujourd'hui, qui sont vos interlocutrices privilégiées sur cette partie. Voilà, c'était important pour nous d'être très précis et clair sur ce qu'on veut faire, comment on veut le faire et les ambitions de ce programme. Et cette chose faite, maintenant on va passer à redonner la parole à des partenaires de Women in Digital. Donc là, je vais me tourner vers Nerdine Crinier, qui est directrice territoriale de Pôle emploi Île-de-France, pour lui donner la parole. On sait à quel point Pôle emploi en Île-de-France est créatif, innovant et soutient des acteurs comme Social Builder. Avec Pôle emploi Île-de-France, on développe un gros programme qui s'appelle Horizon numérique, pour permettre sur 5 jours d'orienter les femmes vers le numérique, toute la partie amont, et qui est fondamentale pour irriguer toute l'économie justement de talent. Nadine, j'ai envie de vous donner la parole pour savoir quel est l'intérêt de l'implantation d'un programme comme Women in Digital dans les Hauts-de-Seine. Alors, merci de m'inviter à témoigner. Moi, je voudrais dire déjà que, à titre personnel, le fait de témoigner sur cette journée de la femme est pour moi aussi très inspirant, et parce qu'on n'est pas, nous, en tant que directrice régionale ou directeurs régionaux,
à 27%, mais on n'est guère plus haut dans la représentativité. Donc, faisons émerger des projets et des talents. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est au sein de Pôle emploi, on est impliqué dans ce programme dans 3 grandes dimensions. Vous l'avez évoqué, Emmanuel. Contrairement à d'autres secteurs, le numérique, les personnes, les femmes et les hommes ne se représentent pas vraiment quels sont les métiers. Au fond, ça peut être aussi un atout. Vous voyez, dans le bâtiment, il y a une représentation négative. Dans le numérique, il y a une très faible représentation. Les personnes ne voient pas toujours les domaines d'application et du coup, ça ouvre un champ des possibles assez intéressant et je pense que c'est une des sources d'ailleurs du succès de Horizon numérique qui nous a amené à orienter des femmes vers cette source d'inspiration et d'orientation et à avoir une transformation très importante en termes de formation et d'insertion. Je vais prendre un exemple sur 2020-2021, 600 femmes dans le dispositif d'inspiration et d'orientation et au final, 70% sont en emploi dans le numérique. Je ne connais pas d'autres secteurs où on ait cette transformation. Donc ça me paraît être à la fois une source de motivation et puis de gage de réussite. Par contre, il faut aller chercher un public potentiel de façon très très large. Et donc, nous développons dans nos agences des ateliers numériques. Et puis ensuite, elles accèdent à des programmes développés notamment par Social Builder. Donc, voilà, à la fois une faible représentation, mais en même temps, du coup, dès qu'on explique ce secteur, on suscite de l'envie et on renforce aussi plus globalement la confiance en soi des personnes. Moi, j'ai assisté sur l'île en observateur, si je puis dire, à des ateliers et j'étais vraiment frappée de voir comment très vite les femmes se mettaient en réseau, s'exprimer de façon très libre. Et je me disais, au fond, le numérique, c'est aussi beaucoup de relations de service. Donc, je pense qu'on a là des vraies compétences. Alors, un travail de Pôle emploi sur cette orientation, un travail après pour monter les parcours, parce qu'une fois qu'on a fait émerger de façon sûre, hein, alors de façon sûre, ça veut dire que Social Builder permet des rencontres, on peut faire aussi des immersions en entreprise et ça donne corps à un projet. Derrière, il faut monter le parcours parce que vous avez besoin aussi de compétences et dans la compétence, il y a plusieurs composantes, il y a le savoir, il faut acquérir un savoir numérique et puis bien entendu des pratiques. Donc là-dessus, on a avec le Conseil régional Île-de-France un programme d'action certifiante et qualifiante pour l'année 2022 de plus de 7000 places. Voilà, et on peut encore en faire si il y en avait besoin. Et puis Pôle emploi dispose aussi de programmes d'adaptation des compétences à peu près à hauteur de 12 000 places. Et vous voyez, on peut faire des montages, c'est-à-dire que si une personne a besoin d'une remise à niveau en technique, avant d'engager un parcours qualifiant, par exemple de développeur full stack, eh bien, on peut construire une préparatoire opérationnelle embauche, puis un apprentissage, ou bien une action certifiante et qualifiante. Donc, on est vraiment à la carte en fonction des profils et bien sûr, les personnes qui, chez Social Builder, accompagnent, connaissent tous ces dispositifs et nous, on est bien sûr à leur écoute pour mettre les ressources. Les moyens dont nous disposons cette année sont inégalés. Donc, on n'est pas sur un sujet de moyens, on est sur un sujet de, au fond, changer les recrutements. Changer les regards des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi, et puis changer les regards des recruteurs. Et là, c'est la troisième dimension, c'est amener les recruteurs, au fond, qui recherchent des profils, à rechercher des personnes. De toute façon, des profils de développeurs, nous n'en avons pas. Pas parce que Pôle emploi est mauvais, même si on a des axes d'amélioration. C'est parce que le marché les absorbe. Il peut y en avoir quelques-uns qui passent. Il peut y en avoir aussi qui veulent se reconvertir. Et ça doit interroger tout le monde sur un secteur en tension. Donc, accompagner les entreprises, c'est décrire les savoirs nécessaires, ceux qui vont être le plus pratiqués et pas ceux qui ne seront jamais pratiqués ou peu pratiqués. Décrire les savoir-être qui sont attendus.
Donc là, ça va être par rapport, est-ce que c'est un service informatique d'une entreprise? Est-ce que c'est une ESN? Et là, les savoir-être peuvent être différents. Et puis des savoir-faire, eh bien, on peut ne pas avoir travaillé dans le numérique, mais avoir des savoir-faire intéressants. Et je vais vous prendre un exemple d'une personne, Sarah, qui avait 26 ans, qui travaillait dans l'hôtellerie, et qui en fait a envisagé de travailler dans le numérique sur un métier de Customer Success Manager, qui vise au fond à fidéliser la clientèle d'une société de numérique. Eh bien, elle a fait un parcours de formation qualifiante. Elle a été recrutée au fond pour ses savoir-être et ses savoir-faire, notamment la relation de service. Elle avait aussi un bagage en termes de savoir de base qui était intéressant. Et elle a fait donc une formation qualifiante. Et là, elle est en CDI chez Everest. Un autre exemple, Iona, qui arrivait de Roumanie et qui avait fait des études de lettres, qui, elle, a fait une préparatoire à l'embauche pour se remettre à niveau sur des connaissances en mathématiques, en raisonnement, et puis qui a entamé un apprentissage de 18 mois. Et désormais, elle est en CDI dans une start-up qui s'appelle BOC. Donc, vous voyez, on part d'une personne qui est motivée, on regarde quel est son bagage dans ces trois composantes des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, et on monte des parcours, et après on garantit son intégration dans l'entreprise. Alors, ça peut paraître... quand on entend le mot demandeur d'emploi de longue durée, ça peut faire peur. Habiter dans des quartiers, ça peut faire peur. Par contre, moi, je peux vous témoigner, la semaine dernière, j'étais dans une agence à La Courneuve et il y avait ce qu'on appelle un atelier de remobilisation. Alors, on ne le dit pas comme ça aux personnes, mais en fait, ça visait pour des personnes qui avaient 1 an de chômage et il y en a dans la région un certain nombre parce que notre marché régional du travail a repris, mais peut-être moins fortement, encore moins fortement qu'en 2019. Donc, ça veut dire qu'on peut, sans être un paria de la société, je veux forcer le trait volontairement, on peut être chômeur de longue durée, c'est-à-dire avoir été 1 an sans travailler. Eh bien, moi, j'ai été frappée comment en 10 minutes, il y avait 7 personnes, dont 4-5 femmes, oui, 5 femmes, eh bien, elles ont pu travailler sur des concepts autour de la compétence, essayer de se projeter dans des projets. Donc, ce que je veux vous faire passer, c'est que si on s'attache à regarder des personnes, je pense que vous pouvez trouver. Et après, à nous de vous aider avec Social Builder à monter les parcours qui vont faire en sorte qu'il y aura une fidélisation aussi de la personne, une reconnaissance mutuelle au fond d'un besoin, d'un savoir et puis d'une adhésion à un projet d'entreprise qui me paraît aujourd'hui être un moteur important. Donc voilà le témoignage que je voulais vous poser, puis vous assurer qu'on est disponible et à vos côtés pour le monter dans cette personnalisation des parcours et ouvrir le champ des possibles, parce qu'au fond, il est très large. Et on ne peut pas rester sur le simple fait que c'est difficile de recruter. Merci beaucoup pour ce témoignage très concret, réel, et le sens aussi de valoriser des parcours riches, multiples, de personnes qui apportent toute cette voilà, tout ce vécu aux organisations qui ne peuvent pas se satisfaire que des compétences techniques. Ça, c'est le parti pris de Social Builder depuis toujours. Tous nos parcours articulent des compétences relationnelles, humaines, à des compétences techniques, et c'est ce qui fait le succès aussi et facilite l'intégration dans l'entreprise qui retape à la porte pour nous demander des profils qui ont un bagage en management, un bagage en agile, etc. Et c'est très important de le dire et je me permets de le faire, de témoigner à quel point Pôle emploi, qui est notre partenaire historique depuis les 10 ans de Social Builder, nous travaillons avec Pôle emploi, à quel point Pôle emploi soutient des dispositifs très cousu main,
très adapté aux circonstances spécifiques des publics que nous pouvons accompagner et qui sont accompagnés par tous nos partenaires et tous nos petits collègues qui travaillent à l'inclusion des publics les plus éloignés du numérique, et combien c'est important pour le succès de nos actions. Voilà, merci beaucoup Nadine de ton témoignage. Je suis ravie de te retrouver là aujourd'hui. Je vais maintenant poursuivre ce temps de partage aussi et des engagements pour l'emploi des femmes dans le numérique. Et puis autour du programme Women in Digital, j'ai envie de donner la parole à Samuel Tamba, qui est responsable des partenariats chez LinkedIn France. Alors LinkedIn France est engagé, il s'est engagé avec la création d'une alliance qui s'appelle Un réseau pour tous, qui a pour but de réduire des disparités notamment de réseaux professionnels, pour que chacun et chacune puissent être égales et égaux devant l'accès à l'emploi. Et donc ce réseau, cette alliance, a permis de réunir des entreprises et des acteurs comme nous de l'économie sociale et solidaire qui vont sensibiliser et déployer des actions à grande échelle. Donc je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Samuel via le réseau Women at LinkedIn. L'entreprise soutient Social Builder depuis un certain nombre d'années. Samuel, est-ce que tu peux nous partager aussi quelles sont les actions qui ont été engagées par LinkedIn France pour l'emploi et bien sûr en partenariat avec Social Builder? Bien sûr, merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi déjà de voir beaucoup de visages amis sur cette visioconférence, ça fait plaisir. Et je suis très heureux d'être à vos côtés en tant qu'allié pour le lancement du programme Women in Digital 92, aux côtés des équipes de Social Builder. Effectivement, Emmanuel, tu l'as rappelé, il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées. On a une position, de par l'accompagnement qu'on apporte aux entreprises dans leur stratégie de recrutement, qui nous permet aussi de mesurer pour mieux comprendre et pour mieux les accompagner vers un changement positif, en tout cas en ce qui concerne la parité. Peut-être quelques chiffres, je voulais partager quelques chiffres en préambule qui sont issus en fait de notre observatoire interne, qui s'appelle le LinkedIn Gender Equality Report, où en fait chaque année on sonde des DRH sur leur politique de parité, qu'est-ce qu'ils mettent en place. On a aussi des retours d'expérience sur les taux de transformation des candidatures générées sur la plateforme. Pour information, LinkedIn, depuis l'année dernière, il y a à peu près 42 candidatures à la seconde sur la plateforme, ce qui nous permet vraiment d'avoir une vue fine de ce qui se passe dans les stratégies de recrutement des entreprises. Il y a plusieurs chiffres qui reviennent et je voulais vous les partager. Sur cet observatoire, donc on a interrogé 1500 DRH basés en France et 71% de ces professionnels du recrutement nous disent que la parité est leur priorité numéro 1. Donc, ça commence plutôt bien, mais quand après on regarde la réalité, on se rend compte que c'est plus compliqué pour eux d'établir une stratégie de recrutement égalitaire. Généralement, ce qu'on leur dit, c'est de se baser sur des données pertinentes qui puissent leur permettre de comprendre pourquoi il existe un déséquilibre déjà entre la répartition entre les hommes et les femmes dans leurs organisations. C'est la première étape pour nous vers plus de mixité dans l'entreprise, c'est déjà d'avoir ces données-là de l'existant. Et en fait, suite à l'analyse qu'on a faite, on a vu plusieurs choses. La première chose, c'est que les femmes consultent plus d'offres d'emploi, mais postulent beaucoup moins que les hommes. Donc, il y a un ratio de 8 fois plus d'offres consultées par les femmes versus les hommes, mais 4 fois moins de candidatures à l'arrivée. Donc ça, déjà, il y a un vrai sujet de comment, en fait, pour passer de la consultation de ces offres à finalement la candidature générée. Donc, par effet de ruissellement finalement plutôt négatif, les recruteurs donc consultent beaucoup plus fréquemment les profils des candidats masculins. Et on se rend compte aussi d'un point qui nous a beaucoup frappé dans cette étude, c'est que les femmes, généralement, demandent beaucoup moins de recommandations de leur pairs que les hommes dans des processus de candidature. On est jusqu'à 5 fois moins de demandes de recommandations. Et ça aussi, c'est quelque chose qui freine l'accès à l'emploi, notamment vers les métiers du numérique, mais vers les métiers au sens large, de position de responsabilité, parce qu'il n'y a pas ces recommandations. Donc nous, généralement, avec nos équipes, on prodigue des conseils auprès de tous ces employeurs qui ont des offres à pourvoir pour qu'ils puissent voir les choses différemment, changer les choses. Le premier conseil, et c'est ce que j'expliquais en amont, c'est déjà d'analyser la situation en se fixant des objectifs, commencer par mesurer la répartition hommes-femmes au sein de leurs effectifs et comparer leurs chiffres avec la moyenne de leur secteur d'activité, par exemple.
Ça va leur permettre d'avoir une vision un peu benchmark, de savoir s'ils sont dans le panier haut ou dans le panier bas de leur industrie. Le deuxième conseil que nos équipes prodiguent à ces entreprises, c'est de renforcer leur marque employeur pour attirer une audience diversifiée, notamment peut-être profiter du fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui parlent d'engagement en faveur de la diversité en poussant des témoignages ou en mettant en avant des rôles modèles de femmes qui ont des positions dans ces métiers-là et donc qui vont pouvoir susciter aussi un engagement en termes de marque employeur. Le troisième conseil qu'on donne, c'est aussi la rédaction des offres qui doivent être plus inclusives sur le fond comme sur la forme. Essayer d'employer un langage neutre en évitant les mots à connotation masculine qui peuvent parfois rebuter les candidatures de femmes. Mentionner aussi des informations importantes pour les femmes qu'on a vues dans notre étude, telles que la fourchette salariale, les avantages sociaux aussi qui sont rattachés à ces emplois. C'est aussi des éléments qui peuvent parfois beaucoup plus intéresser les profils candidats féminins. Et surtout, se concentrer sur les objectifs de performance. Généralement, on se rend compte que dès qu'on parle de niveau hiérarchique, vu qu'il y a déjà un déséquilibre existant, les femmes occupant de fait moins de positions à responsabilité, ça peut être aussi quelque chose qui ne génère pas beaucoup de candidatures. Donc nous, on parle vraiment à ces entreprises, on leur demande de se concentrer sur les compétences requises, de présenter les objectifs qui sont associés à ce poste pour pouvoir atteindre les bons profils de candidature. Donc ça, c'est un peu ce qu'on essaye de faire au quotidien. On accompagne près de 50 millions d'entreprises à l'échelle mondiale et en France, on est sur 1,5 million d'entreprises accompagnées sur ces sujets-là. Et puis, en ce qui concerne le partenariat avec Social Builder, donc nous, on est très heureux de faire du mentorat, de mettre à disposition nos ressources pour accompagner à la fois les bootcamps, les ateliers qui sont faits au plus près des territoires au quotidien, pour que les femmes puissent travailler leur marque personnelle, ce qu'on appelle le personal branding sur LinkedIn. Voilà, donc c'est des choses qui vont continuer, qui vont s'amplifier. On échange régulièrement avec Élise et donc il y a des annonces qui vont arriver dans les prochains jours sur l'engagement de LinkedIn dans le cadre de ce programme Women in Digital 92. Et pour nous, c'est essentiel de travailler à la fois sur la maille des employeurs, mais aussi sur la maille des candidates pour rapprocher ces deux mondes et faire en sorte qu'on soit sur un marché du travail qui soit plus égalitaire et plus paritaire. Voilà pour mon partage et je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Samuel. Peux-tu partager dans le chat l'étude si toutefois elle a été déjà publiée? Je suis sûre que ça va intéresser tous les participants et les participantes de ce webinaire. Par ailleurs, je vous invite encore une fois, si vous avez des questions ou des partages à faire en écho à ce qu'a dit Samuel ou Nadine ou Karine Seller, n'hésitez pas à ping-ponger. C'est aussi l'intérêt de ces moments un petit peu entre nous. Et puis, j'ai une petite question d'Alice Boisson qui nous dit « Est-ce que LinkedIn aujourd'hui travaille à dégenrer ses algorithmes ?» Elle donne un exemple assez précis. Quand on tape le début d'un prénom, ne pas automatiquement montrer les noms d'hommes. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Samuel? Bien sûr. Alors ça, c'est un travail de fond qui est fait par nos équipes d'éthique design en IA. En fait, il y a des sujets de taxonomie en fait par marché où on est présent. Il y a des métiers comme par exemple le métier d'associate aux États-Unis, qui est un métier très junior, alors qu'en France, ça peut être un métier d'associé dans un cabinet de conseil. Donc, on essaye déjà par rapport au marché où on est, de mieux finalement localiser nos algorithmes. Ça, c'est la première difficulté technique qui est adressée au quotidien par nos équipes. Et effectivement, l'autre point, c'est de demander aussi aux recruteurs, aux émetteurs d'offres, de travailler aussi sur les mots-clés qui sont associés aux offres, en précisant que ce sont plutôt des mots-clés neutres qu'il faudrait mettre sur l'offre et pas non plus des compétences ou des qualificatifs qui sont plutôt dans le champ très masculin et qui donc du coup pourraient biaiser l'algo. Donc voilà, sur les deux dimensions sur lesquelles on travaille, c'est un travail de longue haleine puisque vous vous doutez bien que d'un point de vue technique, on est présent dans 130 pays. Il y a des taxonomies qui sont différentes d'un pays à un autre. D'ailleurs, et je suis très content de voir Nadine ici présente, puisqu'on travaille beaucoup avec Pôle emploi. Et on est d'ailleurs partenaire de longue date. Et on s'est mis d'accord sur une taxonomie de compétences en France, Pôle emploi et LinkedIn, sur un référentiel de 28 000 compétences qu'on partage en commun
pour justement beaucoup mieux localiser dans nos algorithmes les mots-clés de recherche associés aux offres d'emploi. Donc voilà ce qu'on fait. Pour l'étude, je l'enverrai par email aux personnes qui se sont inscrites puisqu'elle sort à la fin du mois. Donc vous le recevrez par email sur votre adresse. En exclusivité, hein, tu En nous l'as dit. exclusivité. Merci beaucoup Samuel. Alors, sans transition, voilà, je suis ravie d'accueillir Anaïque Morvan, qui est directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes au sein de la préfecture d'Île-de-France, qui du coup s'assure au quotidien que l'égalité entre les femmes et les hommes rayonne dans toute la vie professionnelle, économique et sociale et politique de notre beau territoire, et qui est du coup un soutien du programme Women in Digital de longue date aussi. Donc, chère Anaïque, tu as la parole pour nous parler un petit peu des actions de la préfecture et du soutien à Women in Digital. Oui, merci de me donner la parole, Emmanuel. Vous m'entendez bien ? Oui, ça va? Super. D'abord, je suis ravie, comme vous tous et vous toutes, de participer à ce moment fort de la vie de Social Builder. Un 8 mars, déjà, le 8 mars dernier, c'est le préfet de région qui était intervenu, je me souviens, pour lancer une des opérations. Mais voilà, c'est un jour plus que symbolique et vraiment, je suis ravie d'être là. Peut-être 2 mots aussi pour dire qu'à la préfecture de région, aujourd'hui, et tu le sais, Emmanuel, nous avons eu plusieurs temps forts puisque nous avons commencé par un petit déjeuner où nous avons parlé de l'égalité femmes-hommes dans la fonction publique. Je crois que c'est important de le rappeler ici aussi pour dire que l'État, en tant qu'employeur, est aussi un État, en tous les cas, il tâche d'être exemplaire, ce qui permet aussi de faciliter les relations en termes d'égalité femmes-hommes, ensuite dans les politiques publiques. Et Pôle emploi, d'ailleurs, je salue Nadine Crinier, mais Pôle emploi a été représenté ce matin à ce petit déjeuner puisque nous travaillons beaucoup ensemble sur l'égalité professionnelle. Nous avions ensuite un cocktail avec beaucoup de femmes chefs d'entreprise, des femmes qui s'occupent des réseaux, qui accompagnent l'entrepreneuriat. J'y pense là aussi parce que le numérique, c'est aussi la création d'entreprises, la création d'activités. Et je sais que c'est une dimension qui vous est chère puisque vous participez en tant que structure associative finalement à faire émerger de la créativité, des idées formidables, de l'innovation. Enfin, vraiment, vous êtes en plein cœur du sujet. Et puis, nous avions enfin un déjeuner autour du préfet avec des femmes extraordinaires. Et j'en profite pour dire qu'Emmanuel Larocque était là, justement, puisque le titre de la journée à la préfecture, c'était « Les femmes s'engagent ». Donc, il était tout à fait normal que Emmanuel Larocque y soit. Alors, évidemment, nous soutenons Social Builder au niveau national. Le gouvernement le fait déjà au niveau national avec le service droits des femmes. Et nous, on aimerait le faire encore plus au niveau local, hein, quels que soient les services de l'État. Emmanuel a dit que le numérique a besoin des femmes. Mais en fait, nous, en qualité de service de l'État et de direction régionale aux droits des femmes, nous avons besoin de Social Builder. C'est très clair. C'est-à-dire que nous avons besoin de vous pour faire bouger les lignes, pour décliner l'égalité femmes-hommes de manière très, très concrète dans le numérique en Île-de-France. Alors, j'ai bien compris, Emmanuel, tu veux essaimer ailleurs, mais ne quitte pas l'Île-de-France surtout. Et puis, je voudrais au passage féliciter le dynamisme de toute l'équipe de Social Builder qui participe à l'expansion finalement de l'association. Vous avez toujours des idées très innovantes et vous avez des programmes effectivement qui sont excellents. C'est-à-dire que vous allez de l'aller vers les demandeuses d'emploi jusqu'à l'inclusion dans l'entreprise avec les partenariats entreprises. Et ça, pour nous, pour les services de l'État qui devons faire en sorte que les femmes se réinsèrent plus facilement, c'est presque une aubaine de tels programmes. Donc effectivement, il faut qu'ils soient diffusés. Donc très concrètement, vous bougez les lignes, hein, vous faites bouger les lignes et vous faites en sorte que les femmes aillent vers les métiers de la tech. Alors certains métiers que l'on ne connaît pas du tout encore. J'ai bien aimé ce que disait Nadine Crinier justement, c'est que finalement, comme on n'a pas de préjugés, c'est peut-être, on a moins de représentation, c'est peut-être plus facile de s'y diriger avec néanmoins un bémol, c'est-à-dire que quelquefois quand même les jeunes filles pensent que c'est un milieu très masculin, voilà, avec un entre-soi quand même très masculin et en
tous les cas un univers où parfois on doit travailler aussi sur la lutte contre les comportements sexistes qui peuvent exister dans le milieu, hein, ça je l'oublie pas. En tous les cas, vous faites un travail pour que les femmes aillent vers ces filières de talent et où les talents pourront s'exprimer. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est que ce sont des filières où elles peuvent avoir du plaisir à travailler. Et cette notion de plaisir, je pense que c'est important de la rappeler, justement, parce qu'on ne connaît pas tous les métiers de demain, mais on peut avoir du plaisir à y travailler. Et puis surtout, ils sont rémunérateurs par rapport à d'autres métiers où les femmes travaillent et qui sont beaucoup moins valorisés. Et ça, c'est aussi un des grands chantiers de l'État. Ce qui me plaît aussi beaucoup, et je crois que c'est pour ça que les services de l'État vous soutiennent, c'est que vous entraînez finalement, hein, un peu dans le sens du sport, c'est-à-dire vous entraînez des femmes à aller vers les métiers, et puis pas simplement les plus jeunes, vous allez vers les demandeuses d'emploi, vous faites beaucoup d'aller vers, je l'ai dit, vous allez dans les quartiers, etc., dans les zones rurales, donc vraiment un grand bravo pour tout cela. Et puis, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, enfin j'en ai juste dit 2 mots tout à l'heure, vous impulsez aussi la création d'entreprises dans le numérique. C'est peut-être pas l'objet là cet après-midi, mais finalement toutes ces femmes que vous formez demain, elles peuvent avoir envie de créer, de se développer, et ça je pense que c'est une dimension très importante. Donc, un autre point aussi que je voulais souligner, c'est que, et on l'a bien vu dans les propos qu'a tenus Emmanuel, c'est que vous savez vous adapter à nos financements. C'est déjà compliqué, mais voilà, le PIC, on a parlé du CPER, donc on voit bien le contrat de plan État-région, il va falloir attendre un petit peu pour qu'on le décline, mais il sera aussi là possible de développer finalement les formations que vous faites ou les programmes que vous faites. Et cet objectif de développer la mixité des métiers, c'est vraiment un objectif que poursuit l'État, avec l'insertion socio-professionnelle que vous remplissez aussi, et puis donc avec l'entrepreneuriat des femmes. Vraiment, finalement, vous cochez toutes les cases des objectifs en termes d'égalité professionnelle du gouvernement, donc on ne peut être que ravis. Voilà, je pourrais rappeler par ailleurs un certain nombre de progrès qui ont été réalisés en termes d'égalité professionnelle, mais j'ai peut-être déjà mangé mon temps. Oui, Élise me dit que j'ai déjà... Voilà. Non, peut-être ce qu'on peut mentionner, c'est l'index égalité qui va toucher l'ensemble des entreprises et rappeler comment il va se décliner ou va devoir se décliner pour le mot de la fin. Oui, c'est une des avancées majeures, mais j'aurais pu parler aussi de l'allongement du congé de paternité qui change les représentations, et on aurait pu parler aussi parce que depuis le 1er mars, nous avons mis en place le service public des pensions, donc ce sont des avancées majeures, et notamment pour des femmes que vous accompagnez. L'index égalité, lui, là, depuis le 1er mars aussi, il est publié là pour 2022. Donc, toutes les entreprises de plus de 50 salariés aujourd'hui doivent le publier. Et alors, c'est pas anodin. C'est-à-dire, d'abord, ils doivent le calculer à partir d'un certain nombre de critères sur lesquels je ne vais pas revenir là maintenant, mais ils doivent le publier, c'est-à-dire qu'il doit être visible de la part des salariés. Il doit être discuté. Enfin, il faut que les organisations syndicales se l'approprient ensuite, pour faire changer un certain nombre de choses justement dans les entreprises. Et puis surtout, les entreprises avaient 3 ans, donc les premières avant commencé à être pénalisées, puisque quand elles n'obtenaient pas 75 points sur 100, elles devaient mettre en place des actions pour résorber les écarts. Mais au bout de 3 ans, on n'attend plus le plan, ce sont les sanctions financières qui tomberont. En tous les cas, c'est un levier, cet index. Il a pu être critiqué par moments, mais en réalité, c'est un levier. Les employeurs et les représentants des salariés peuvent au moins discuter sur des choses concrètes et mesurer les progrès accomplis. Voilà. Merci beaucoup, Anaïque, déjà d'avoir rappelé combien nous nous évertuons à aller plus loin avec l'État et en collaboration avec l'État, mais aussi de rappeler cet index qui est du coup aussi un outil
pour nous pour échanger avec les entreprises, parce que la parité dans les métiers du numérique sera aussi un levier de performance vis-à-vis de cet index. Pour clôturer maintenant ce webinaire, j'ai la joie d'accueillir Thibaut Guilly, qui est haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Thibaut, es-tu parmi nous? Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour Thibaut, on est ravis de t'accueillir. Donc, notre haut commissariat porte le programme, notamment des programmes multiples, mais notamment le programme Un jeune, une solution et Un jeune, un mentor, dont nous sommes aussi lauréats, pour favoriser la mobilisation des entreprises et les aider à orienter les demandeurs d'emploi vers les filières et les métiers qui recrutent. J'ai quelques questions pour toi Thibaut. La première étant, comment le haut commissariat parvient à engager les entreprises concrètement pour l'insertion des femmes? Alors, bonjour à tous et puis ravi d'être parmi vous. Comment susciter l'engagement? D'abord, je pense que il y a quand même donner envie, faire connaître. Enfin, il y a quand même tout un enjeu de sensibilisation sur les différentes causes. Alors, celle évidemment de l'insertion des femmes, mais de manière générale, en fait, de l'égalité des chances, de l'ouverture, de l'inclusion. Donc, le premier travail que nous faisons main dans la main avec les services du ministère et puis le service public de l'emploi, c'est de présenter un petit peu les enjeux, l'insertion des jeunes, l'accès à l'emploi des personnes dans les quartiers, l'inclusion des personnes en situation de handicap aux entreprises, les plus grandes au sein du club national et puis surtout au sein de nos clubs territoriaux où main dans la main, les DETS, c'est-à-dire le ministère du Travail et les entreprises, travailler ensemble, à voir comment elles peuvent élaborer des programmes, se mobiliser sur les programmes existants pour pouvoir les amplifier. Donc, je pense que d'abord, le sujet de la co-construction entre les pouvoirs publics et les entreprises me semble un des leviers clés. Alors après, d'ailleurs, plus spécifiquement sur l'insertion des femmes, vous savez bien que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et où il n'y a pas une solution. Je pense qu'il y a le cadre quand même légal qui est important. Madame Morvan parlait tout à l'heure de l'index égalité homme-femme, qui est un moyen de faire avancer cette cause, mais on voit bien que c'est pas suffisant. C'est pas une solution qui se suffit à elle-même. Ensuite, il faut des plans de progrès. Il faut aussi des plans spécifiques dans certains domaines parce que on ne féminise pas des activités de la même manière dans certains secteurs que dans d'autres. On a le défi typiquement du numérique sur lequel vous êtes, où ça part de très jeunes à l'école, sur les carrières scientifiques, sur l'ouverture sur l'ouverture à la formation et aux questions d'orientation au plus jeune âge de la vie. Et puis ensuite, il y a l'insertion professionnelle et il y a ensuite les défis de l'évolution à l'intérieur même de l'entreprise. Et donc, il faut travailler sur tous ces sujets-là. Et donc, on s'attaque à tous ces sujets-là. La question de l'orientation, eh bien, ça va passer par les stages de troisième, ça va passer par les outils qu'on est en train de mettre à disposition des jeunes pour s'ouvrir un petit peu les chakras et casser un petit peu les préjugés qui peuvent exister à l'école. Et ça va être le président d'ailleurs en a parlé pas plus tard qu'hier. Il y a quand même encore un gros enjeu, je pense, un gros défi à relever dans les années qui viennent, à créer beaucoup plus de ponts et à montrer aux jeunes filles le potentiel des carrières scientifiques, l'ouverture à des métiers sur lesquels il manque encore de rôle modèle. Le deuxième enjeu, je pense, en tout cas, une des deuxièmes actions dans lesquelles je crois beaucoup, mais on y reviendra peut-être après, c'est le mentorat. Parce que le mentorat, c'est justement aider les jeunes et donc les jeunes filles à finalement se lever un certain nombre de freins, d'autocensure, de manque d'ouverture ou plutôt de fermeture, en tout cas de phénomènes d'autocensure qu'elle s'applique à elle-même et que vous connaissez bien, ces phénomènes-là. Et donc, il y a besoin qu'on leur montre le champ des possibles, il y a besoin de les mettre en confiance, il y a besoin et surtout qu'elles aient en face d'elles des personnes qui leur disent combien c'est possible et combien d'ailleurs elles incarnent cette possibilité-là. Voilà, et puis après d'ailleurs, je pense qu'il faut des outils très concrets, faciles d'accès,
pour qu'une fois que les entreprises sont motivées, eh ben, elles passent à l'action. Vous voyez, par exemple, on travaille beaucoup en ce moment avec Pôle emploi sur le développement des immersions professionnelles, quelque chose auquel je crois aussi énormément pour casser les barrières qu'il peut y avoir dans un certain nombre de métiers. Ben, il n'y a rien de mieux que de donner la possibilité pendant une semaine, 2 semaines, un mois à un jeune ou un moins jeune d'ailleurs, ou une jeune, une moins jeune, de pouvoir finalement expérimenter, découvrir un métier et se rassurer et se mettre en perspective de cela. Faut-il pour autant que ce soit facile pour l'entreprise comme pour la personne de pouvoir le faire? Et donc, on va développer des services pour dématérialiser, pour simplifier un petit peu cet accès-là. Il y a plus de 6500 entreprises, je pense, qui ont rejoint Immersion Facilité, qui est un outil qu'on a lancé il y a à peine quelques semaines. Hein. Donc, c'est un appel en tout cas à toutes les entreprises qui nous écoutent d'aller s'inscrire sur Immersion Facilité et de proposer un maximum d'immersion dans le domaine du digital et notamment aux filles, aux jeunes filles. Ça créera des vocations. Merci beaucoup Thibaut. Et peut-être dernière question, dernier message. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux entreprises qui veulent s'engager pour la mixité et comment elles peuvent passer de l'intention à l'action? C'est évidemment pas facile à résumer en 3 minutes, mais je pense quand même d'abord qu'il y a un changement de mindset au niveau des dirigeants vraiment à faire. Donc, moi, je les invite quand même à lire, parce qu'il y a quand même à peu près toutes les études qui montrent combien la mixité est un facteur de performance de manière générale. Je les invite à aller rencontrer des gens qui ont déjà fait du chemin, pour les inspirer et puis pour prendre conscience qu'on peut vraiment aligner la rationalité de la recherche de performance avec le plaisir de conduire des organisations dont on est fier. Et donc, je pense que la mixité participe de cela. Donc, il y a en tout cas accompagner les entreprises à faire ce chemin personnel et ce chemin culturel pour sortir des ressources humaines de la norme pour passer vraiment à cette logique de l'inclusion et de la mixité. Et ensuite, avoir en tête que comme toute chose, ben, c'est un muscle, c'est une compétence en fait la mixité, c'est un apprentissage permanent et que donc il faut faire, il faut apprendre, il faut se former, il faut benchmarker, il faut investir en fait le champ de la mixité pour aligner les enjeux opérationnels de performance avec tous les effets positifs de bord qu'il y a dans la mixité, dans l'intelligence collective, dans la recherche de nouveaux talents, dans la capacité d'innovation qu'ont les structures dans la mixité est plus forte. Donc, ça apporte de la performance durable et puis ça apporte du sens. Je pense que c'est une des attentes très fortes des collaborateurs. C'est une exigence de plus en plus forte des clients. Et puis, puisque c'était aussi un petit peu l'objet de cette rencontre, c'est aussi un enjeu des pouvoirs publics parce que c'est là où il y a un alignement d'intérêts en fait entre l'État et les pouvoirs publics et l'entreprise. C'est que plus il y aura de mixité, plus du coup il y aura d'équilibre, moins il y aura de phénomènes d'exclusion, de rejet et donc d'une certaine forme de violence sociale qui est mauvaise, qui est mauvaise pour tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'en tout cas avec le commissariat, mais de manière plus générale, le service public de l'emploi et puis le gouvernement est extrêmement mobilisé depuis quelques années à dire le partenariat nécessaire qu'il y a à avoir avec les entreprises, à apprendre à mieux se parler, à mieux agir ensemble, à mieux se considérer, parce que c'est comme ça qu'on servira mieux l'intérêt général. Merci beaucoup Thibaut, c'est tellement vrai que les entreprises qui se jettent dans cette aventure, elles en redemandent et on est prêt à vous mettre en relation avec des organisations avec qui on travaille pour vous montrer qu'il y a des vrais effets positifs et ça fonctionne. Il faut encore faire témoigner les entreprises qui se sont engagées, peut-être même les pionnières et qui savent aujourd'hui accompagner cette mixité et cette diversité socio-culturelle de formation dans leurs organisations
organisations. Merci encore. On arrive au terme de nos échanges. Nous les poursuivrons très bientôt puisque c'est le début de l'aventure de Women in Digital dans les Hauts-de-Seine et il y aura des petits après dans d'autres territoires. Je tiens à remercier Karine Seller, Nadine Crinier, Samuel Tamba, Anaïs Morvan et Thibaut Gulli de leur présence et de leur soutien sur ce programme et pour l'engagement des entreprises autour du programme. Et je remercie la Caisse des dépôts, le ministère du Travail, les entreprises s'engagent, la DGEFP, Pôle emploi et la préfecture d'Île-de-France pour leur soutien actif financier et pour l'aventure de ce programme. Merci. Et nous remercie Social Builder. Merci beaucoup Thibaut. Bravo Social Builder. Bravo. Donc, merci à tous et à toutes. On se retrouve très bientôt. Très belle journée pour les droits des femmes. Profitez, aujourd'hui est aussi une journée à profiter. Au revoir.